pas pour me vanter en termes d'ego, mais c'est juste en termes d'expérience, ils ont jamais vécu ce que j'ai vécu. Maintenant que la formation elle est lancée, on va dire que ça me prend plus beaucoup de temps, ça me prend 1 heure et demie par jour. C'est un échec qui, je pense, va me faire réfléchir sur pas mal de choses. Et comment tu gères ça, les gens qui t'envoient des messages et qui te disent rendez-moi mon argent ? Très, très stressant, qui tourne toujours dans ta tête. Je me suis fait tout seul. De moi-même, je me suis renseigné sur comment faire, plusieurs millions d'euros d'ici 3 à 5 ans. Bonjour à tous, très heureux de lancer aujourd'hui ce premier épisode d'Inédit. Je reçois aujourd'hui une personne que je connais bien, puisqu'on a déjà travaillé ensemble, Gaëtan Laurent, qui est quelqu'un de brillant, que j'admire, pour plein de raisons, parce que tu fais plein de choses dans la vie. Tu incarnes parfaitement ce podcast, pour lequel je vais recevoir des personnes inspirantes, qui ont un parcours unique, et quelque chose d'extraordinaire à raconter dans ce podcast. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Logan, j'ai 25 ans, et j'ai fondé l'agence Social Cut il y a 4 ans et demi, spécialisée dans le marketing d'influence. Et cette agence, c'est le prolongement de ma passion pour l'entrepreneuriat. Et c'est ce dont je vais vous parler ici. L'envie d'aller plus loin, explorer le parcours de ceux qui innovent, qui créent, et qui vont donc nous raconter leur parcours personnel. Gaëtan, DJ pendant des années. Tu as lancé une boîte d'événementiel ensuite, une formation pour les DJ, on va en parler. Je te laisse te présenter. Yes, merci beaucoup Logan. Avec Merci plaisir. d'avoir invité. Merci d'être venu. Avec grand plaisir. Écoute, tu l'as plutôt très bien tout résumé. Je m'appelle Gaëtan Laurent, j'ai 27 ans. Je suis aujourd'hui à la tête d'une agence événementielle qui s'appelle Aoyos, qui est clairement mon quotidien, avec effectivement Kix, qui est mon deuxième quotidien depuis peu, qui est une formation en ligne pour aider les artistes et plus principalement les DJ à développer une carrière artistique sur le long terme. Et puis avant, j'ai fait de la radio, notamment chez Virgin Radio, où j'ai exploré du coup aussi ma qualité de DJ, et ensuite je me suis dirigé vers un parcours plutôt entrepreneurial derrière. On va en parler, évidemment, tout au long de ce podcast. Première question, à quel moment tu t'es dit j'ai envie de devenir DJ ? Parce qu'à la base, c'était ton activité. Ouais, exactement. Je pense que j'étais assez jeune. Je devais avoir 14-15 ans. J'étais sur YouTube, je regardais des DJ mixer sur des scènes incroyables comme Tomorrowland, etc. Notamment David Guetta, je pense, comme beaucoup de Français, entre guillemets, de DJ. La star. Ouais, exactement. De mon âge, c'était un peu une ref. En tout cas, c'est celui qui a ouvert les portes pour le monde français et le monde de la musique côté DJ. C'était super intéressant. Je me suis passionné par ça. J'ai commencé à regarder des vidéos pour apprendre à mixer. Je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple que ce que ça en avait l'air dans les vidéos. Donc du coup, j'ai pris un cours de mix dans ma ville natale à Orléans pendant, je sais plus, 3-4 jours, un truc comme ça. Ma mère m'a acheté mes premières platines et j'ai commencé à mixer. Et en fait, tout simplement, c'est venu de là. Et ensuite, j'avais vraiment envie de montrer ce que je savais faire. Parce que mixer dans sa chambre, c'est cool, mais on ne se confronte pas à la réalité et on ne sait pas en fait si ce qu'on fait c'est intéressant ou pas. Donc je me suis dit, quel va être le moyen par rapport au fait que j'ai 15 piges pour pouvoir clairement montrer un petit peu ce que je sais faire, quoi. Et je me suis dit, en fait, il y avait des web radios, je sais pas comment j'ai découvert ça, j'ai dû me perdre un peu sur Internet. Et j'ai contacté une web radio et j'ai commencé par ça. Donc du coup, j'ai commencé à mixer sur une web radio. Lesquelles ? Pour montrer un petit... Ouais, carrément, elle s'appelait alors Hit Connection, la toute première. Ok. Et la ça me dit quelque chose. La seconde s'appelait Mix Fever. Ok. Qui était un peu plus hype, entre guillemets, qui avait un peu plus d'auditeurs et tout, dans mon petit parcours au départ. Et ça m'a permis, en fait, de me confronter à la réalité, parce que j'avais pas forcément l'occasion à cet âge-là de mixer dans un club ou ce genre de choses. Ouais, donc tu passes de je veux devenir DJ à je le suis, enfin en tout cas de manière un peu amatrice. Ouais. Tu te lances dans le web radio, je crois que c'est le parcours de beaucoup de personnes qui se lancent dans ces milieux artistiques-là. Comment tu passes de je veux devenir DJ à je deviens DJ dans ma chambre, je suis amateur, à je deviens DJ dans des salles incroyables, parce que je pense que tu vas nous le raconter, sur Virgin Radio aussi. C'est quoi la transition, ton parcours, ton école peut-être, carrément. pour devenir DJ ? C'est assez simple. Une fois que je suis DJ en web radio, donc j'essaie de développer un peu une émission un peu à la partie fun, c'était un peu ma référence à l'époque. C'est une émission qui avait lieu tous les soirs, il me semble, pendant minimum 2 ou 3 heures, de 21h jusqu'à minuit. Et je me suis dit, je vais reprendre ce concept-là et je vais faire la même chose. C'est exactement ce que je faisais. Donc, j'animais cette émission. Donc, je animais avec la voix sur l'intro des tracks, etc. Je mixais, du coup, pendant 1 heure. Vraiment, c'était... le goal, c'était de reproduire et d'arriver sur Fun Radio à l'époque. Donc, je fais ça. C'était la référence DJ. Ouais, c'était la référence DJ, clairement. Et donc, un jour, en fait, je vais sur Paris avec ma mère parce qu'elle me dit... on avait, je crois, l'anniversaire d'un de nos voisins qui avait loué une péniche et tout. Et je dis, tu sais quoi, je vais envoyer un message à Adrien Thomas pour essayer de visiter Fun Radio. On sait jamais, tu vois, sur un malentendu, ça peut matcher. Il me répond, il me dit, écoute, vas-y, bien sûr, viens avec plaisir. Et il me parle à ce moment-là
du Studio École de France, Ouais. qui est une école dans les médias que tu connais bien. Que je connais un petit peu, effectivement. Et du coup, en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, bah, c'est cool, c'est exactement ce vers quoi j'ai envie de me diriger, parce que ça faisait sens. En fait, après mes études, j'étais pas trop scolaire. Après mes études, je me voyais pas trop forcément, entre guillemets. T'en as fait déjà. Ouais, bien sûr. T'as fait jusqu'au bac ou... Du coup, jusqu'au Studec, qui Ok. du coup... Oui, post-bac. Ouais, ok. exactement. Après, je me suis arrêté là parce que j'ai eu diverses expériences qui m'ont permis de le faire. Et donc, du coup, je me suis dirigé vraiment vers le Studec. Mais entre-temps, j'ai quand même fait quelques expériences. J'ai commencé à mixer en duo avec un pote. On avait un duo qui s'appelait K et G. Il s'appelait Kevin et moi Gaëtan. C'est pas trop fait chier pour le nom. Et, C'est impactant. C'était plus simple. Et du coup, on a créé en fait derrière donc ce duo et on a eu l'opportunité de mixer du coup sur Orléans dans pas mal de clubs. En fait, on a fait un concours de DJ qui s'appelait DJ Cast, qui était organisé par une association orléanaise qui s'appelait OSP, Orléans Soirée Privée. Donc on est rentré un petit peu comme ça dans le game. On avait, je pense, 16 ans, un truc comme ça. Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais, vous lancez tôt, quoi. Tu sais ce que tu veux, t'es déterminé, tu vas à fond. Ouais, exactement. Mais surtout, en fait, il y avait l'opportunité, parce qu'on avait quelques contacts et on s'est dit, vas-y, let's go, quoi. On fait ce concours la première année, on finit deuxième. Donc on se dit que c'était vraiment cool. On l'a refait l'année suivante, on finit premier. Et en fait, ça nous permet de créer du contenu, ça nous permet d'avoir un peu d'actualité. Et au final, on se retrouve vite sur les soirées du coup ESP, qui étaient vraiment les soirées un peu à la mode sur Orléans. C'était des soirées un peu dans tous les clubs, etc. Donc on fait ça. Et suite à ça, on crée un petit peu ce réseau. Et au final, moi, je me dis, ok, ce qui serait vraiment cool, c'est d'aller mixer sur Paris. C'est un peu, tu vois, le goal ultime. C'est le goal pour tout le monde à chaque fois. Ouais, ça fait plaisir. Et en fait, je contacte. Donc pareil, on est encore mineur. Donc je me dis, où est-ce qu'on peut mixer? Et en fait, je me rends compte qu'il y a un concept qui s'appelle les Teens Party, qui a lieu aux Planches à Paris. Donc les Planches, c'est un vrai club à Paris. Mais en fait, C'est quoi? C'est celui rue de Rivoli c'est celui qui sous est terre, là. rue du Colisée. Ah, rue du Rue de Colisée. Rivoli, c'est le VIP, je pense, le VIP room. Ah oui, Ouais. ouais, effectivement. Rue du Colisée, pas loin des Champs-Élysées, au numéro 40, je m'en souviens bien parce que j'ai fait plein de soirées là-bas après. Et en gros, donc on commence à mixer là-bas. Donc pour les Teens Party, donc c'est de soirées de 18h à 23h, une fois par mois le samedi soir. Donc Et avant, en fait. l'histoire, c'était que la boîte, c'était 18h, 23h à Teens Party, et Ouais. après, elle ouvrait genre à 1h pour les gens. Ah, exactement. Pas pour les adultes. Exactement. Ah, c'est Tout à fait incroyable. ça. Et donc du coup on commence par ça et on mixe donc sur cette Teens Party, donc c'est incroyable parce que déjà nous ça nous ouvre les portes entre guillemets de Paris et des possibilités et surtout ça nous offre encore plus une crédibilité quoi. Donc ça c'était vraiment charmé. Et puis ensuite Studio École de France, je fais un an officieusement, j'en fais presque, enfin je fais les deux. Mais en fait à la fin de ma première année j'ai un de mes super potes qui s'appelle Yannick qui me dit écoute je suis chez Virgin Radio. Moi, on a besoin de quelqu'un sur cet hiver pour faire jour de l'an, Noël et tout. Donc, j'étais super déter. J'ai dit, écoute, je te fais tout, tous les jours fériés que tu veux, je les prends. La nuit, tout, je dors pas. Exactement. Donc, du coup, je suis formé chez Virgin à faire ça, donc réalisateur d'antenne. Je passe par un peu tous les postes, un peu couteau suisse. Je vais remplacer le coordinateur d'antenne, Ok. du coup, sur certains postes. Je vais faire réal. Enfin, bref, je vais un peu tout faire. Faire des délocs, etc. Je vais faire Camille Combal le matin, quand à un moment, il avait un studio qui était un peu déporté ailleurs qu'à la radio. Enfin, bref, je m'éclate. Mais j'essaie de faire comprendre au bout d'un moment que je suis DJ aussi à côté et que Ouais, bien j'aimerais sûr. en fait tout simplement développer ce que je sais faire sur Virgin parce que c'était une opportunité pour moi d'avoir les pieds chez Virgin mais de pouvoir entre guillemets en bénéficier de par ce qu'il pouvait apporter. Et à ce moment-là en fait t'as DJ Paulette qui est une artiste qui est mixée sur Virgin Radio qui alors apparemment n'envoyait plus forcément beaucoup de contenu depuis un certain moment et donc du coup j'ai eu cette opportunité en fait d'envoyer des maquettes Ok. de mix pour pouvoir rentrer chez Virgin. Et à partir de ce moment-là, effectivement, ça t'offre de la visibilité. Tu as un créneau sur l'antenne nationale, 23h minuit, tous les samedis soirs. Donc, Ouais, au-delà de ce que ça t'apporte sur le papier, ça t'apporte plein de choses aussi autour. Parce que forcément, Virgin, c'est des connexions, etc. Donc, c'était super intéressant. Incroyable. Donc en fait, tu rentres par la petite porte. T'es assistant, tu remplaces, tu fais les remplacements Carrément. Ça prend à du temps. Noël, etc. Et finalement, t'arrives. Ça, c'est incroyable parce que. Et en plus, c'est drôle parce qu'on a un peu le même parcours. C'est-à-dire que moi, j'étais Totalement, ouais. passionné par la radio, je fais de la web radio, je rentre par la petite porte aussi à la radio, et puis après, t'arrives à mixer sur Virgin. C'était énorme parce que Virgin Radio à l'époque, bon, ça n'existe même plus, mais c'était quand même une belle radio qui organisait pas mal d'événements. Est-ce que tu as eu cette opportunité d'aller mixer sur les événements Virgin aussi? Ouais, carrément. C'est là où ça a été vraiment intéressant pour moi, parce qu'effectivement, ça m'a fait passer dans une autre dimension. L'avantage, c'est qu'avec la marque Virgin, déjà, même sans les événements Virgin, j'avais plus de facilité à me vendre Bien sûr. et à obtenir certains bookings, etc. Mais là où effectivement, ça a été vraiment super intéressant, c'est que j'ai été placé sur les événements produits même par Virgin Radio.
et tous les événements partenaires de Virgin Radio. Donc Virgin Radio avec des partenariats avec plein d'événements partout en France. Et en fait, ils proposaient à chaque fois à ces événements d'avoir un DJ entre guillemets résident de la marque Virgin Radio sur leurs événements. Donc ça m'offrait des opportunités de cette manière-là. Et également, du coup, la possibilité de mixer sur les événements Virgin Radio, donc surtout la tournée Electrochoc, qui a été vraiment incroyable. C'était une tournée qui avait lieu dans des zéniths en France, qui se baladait quasiment tous les 3 mois partout en France. Donc ça, on a fait Nantes, Strasbourg, Marseille, etc. Et du coup, un matin, je me rappellerai assez souvent, je pense, c'est Fredo, donc le patron, qui vient me voir, je suis en train de faire la réal, ça doit être les vacances ou un truc comme ça, j'étais tout seul à la radio, et qui me dit, écoute Gaëtan, parce qu'en fait, je m'amusais à le follow de Twitter à l'époque, pour qu'en fait, il voit que je mixe et que je fais des trucs, tu vois. Donc toi, en perso, ouais, je le follow, tu suivais le... D'accord, ok. Jusqu'au moment où il a un tilt et ils se disent... je connais d'autres personnes qui font ça ah aussi. Ouais. Qui like toutes tes stories, qui te follow, qui te le ouais, follow. Histoire de faire des warnings. Qui t'envoie un message, qui le retire, qui le remette. Exactement. Mais franchement, c'est la solution. C'est clair. Et un matin, il vient me voir et il m'a dit, écoute Gaëtan, je vois ce que tu fais, je vois que ça tourne et tout un peu. Est-ce que tu serais chaud pour faire la première partie d'Electrochoc à Paris ? Et je lui dis ouais, carrément, de ouf. Et sur le coup il me dit ouais, mais ça va aller et tout, il y a quand même 5000 personnes et tout. Je dis ouais, bah, j'ai déjà mixé devant du monde, 1000 personnes max je pense, et encore. Et il me dit t'es sûr? Je lui dis 100%, tu vois, genre j'ai même pas réfléchi une seconde. Et du coup vraiment ouf, parce que effectivement ça m'a offert une opportunité de malade pour derrière communiquer aussi, avoir d'autres opportunités. C'était assez dingue. Et puis après ça s'est enchaîné jusqu'à l'Accor Arena, qui a été un peu le pompon, quoi, tu vois, en termes de d'event. Enfin, c'est combien? 40 000 personnes, je crois. Non, l'Accor Arena, c'est 18. Ah, c'est déjà pas mal. 40 000, c'est l'aréna de la Défense, qui est vraiment big. Effectivement. Comment tu te retrouves à Bercy? Pourquoi? À quel moment? Et surtout, qu'est-ce que tu fais? Enfin, tu mixes, j'imagine, mais l'événement, c'est quoi? L'événement, c'est Electrochoc. C'est le dernier, parce qu'en fait, la marque Virgin Radio, je pense, a un peu perdu, mais comme les radios de manière générale, hein, c'est pas lié à Virgin directement. Exactement. Donc du coup, en fait, c'est le dernier Electrochoc, donc Accor Hotel Arena, enfin Accor Arena maintenant. Et du coup, c'est en fait la suite logique de tout ce que j'ai pu produire sur les autres événements avant et sur les autres zéniths, qu'on finit sur cet événement-là, qui est vraiment, je crois, le dernier Electrochoc. Après, je crois qu'il y en a eu d'autres, mais c'était des formats beaucoup plus réduits. On a fait des électrochocs, mais c'était pas dans des salles emblématiques comme des zéniths, etc. C'était sur des plus petits formats. Je crois qu'on avait fait un rooftop à Marseille, qui est assez cool, hein, mais rien à voir avec un zénith. Ouais, bien sûr. Donc du coup, ouais, c'est vraiment ça qui m'a apporté ça, et ça m'a permis de faire plein de rencontres, effectivement, et m'apporter plein de choses, parce que quand tu dis que tu as fait un Accor Arena, forcément, c'est un peu game changer. La salle. C'est clair. Parce que tu parlais de la Défense, ça n'existait même pas à l'époque, donc Bercy, c'est vraiment... c'est la salle que tu as envie de faire, quoi. C'est clair. C'est un peu la salle mythique en France, qui est restée la plus grande salle de France pendant des années. Totalement. Et tu mixes pendant combien de temps à Bercy? C'est quoi? C'est un set d'une heure? Minutes. Ah, 30 minutes. Okay. Souvent, les warm-up, c'est 30 minutes. Souvent, en plus, c'est quand les gens arrivent. Donc, c'est pas forcément facile. Tu vois, l'anecdote assez cool, c'est que... Enfin, assez cool. C'est qu'en fait, Bercy, c'est l'une de mes pires dates. Parce qu'en gros... Celle dont t'as rêvé, et finalement... Ouais, exactement. Parce que, en fait, pas sur techniquement parlant ou quoi que ce soit, mais juste sur l'ambiance. Parce qu'en fait, c'est une salle où on avait une scène qui était centrale. Donc déjà, une scène centrale, c'est jamais pratique. C'est vrai. Parce que, en fait, tu sais jamais où regarder, quoi faire, etc. Ouais, t'as du monde dans le dos, en fait. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est pas ouf. Enfin, en tout cas, mon expérience personnelle, j'ai vraiment pas du tout apprécié. Alors que sur les zéniths, t'es face à tout le monde, c'est beaucoup plus simple. Et en fait, on était sur une config où vraiment, je mixais très très tôt, parce qu'on avait beaucoup d'artistes. Et en fait, tout le monde rentrait dans la salle, c'était lumière de salle, donc ménage, donc blanc. Ah, la lumière très blanche. Ouais, exactement. Okay. Donc en fait, j'étais vraiment... C'était compliqué. C'était compliqué de faire danser les gens et de proposer... Enfin, j'ai proposé quelque chose de cool, selon moi, en warm-up, mais ça compliquait vraiment d'avoir une vraie ambiance. Alors que, contrario, sur des Nantes, Strasbourg et tout, je vais pas dire que j'étais comme un headliner, mais en tout cas, j'avais beaucoup de monde devant moi, j'avais des 10 000 personnes devant moi, enfin, c'était fou. Et donc, à côté de tout ça, Virgin, etc., j'imagine que tu mises dans des clubs aussi, de temps en temps? Carrément. À Paris, mais plus en province. Parce que le marché parisien, club, c'est un marché vraiment différent. Paris, la province, en termes d'artistique et de DJ et de mode de fonctionnement, en tout cas du monde de la nuit, c'est deux mondes qui sont similaires, mais dans le mode de fonctionnement n'ont rien à voir. Donc beaucoup en province, parce qu'aussi Virgin Radio avait beaucoup de relais en province avec les radios locales qu'ils avaient. Donc du coup, ça, c'était assez cool. Donc ouais, j'ai fait pas mal de clubs. Franchement, je suis parti un peu partout aux quatre coins de la France. J'ai fait pas mal de tournées aussi en extérieur sur des événements qui étaient vraiment super sympas. Les Color Mirade à l'époque, c'était un peu
le truc un peu cool, un peu stylé, etc. Et t'avais des 5000 personnes, 10 000 personnes par ville. Ouais, ça fait du monde. Ouais, ça fait du monde, c'était vraiment cool. Donc ouais, j'ai multiplié vraiment un petit peu tous les types d'événements. Et puis surtout en backup aussi, je faisais pas mal d'événements pro, entre guillemets. Donc corpo pour des marques, etc. Tu vois, je mixais pour la Française des Jeux, j'ai mixé pour plein de marques. Okay. Et c'était vraiment cool. Alors c'est un autre taf, c'est totalement différent de l'aspect artistique, de vraiment se mettre en avant, etc. Là, t'es plus en retrait et quelque chose pour accompagner un événement. Mais c'est des expériences qui sont bonnes à prendre parce que ça permet d'avoir vraiment une vision complète de ce que tu peux faire en tant que DJ. Comment tu passes de Virgin Radio, DJ, à finalement je passe à autre chose? Parce que c'est la suite en fait de ton parcours. Clairement. Bah, en fait, c'est assez simple. Il y a eu le Covid. C'est pas très original comme raison, mais c'est clairement c'est déjà ça. Une très bonne raison, en fait. En fait, avant Covid, déjà, j'avais commencé à créer mon entreprise. Qui s'appelait déjà Aoyos. Okay. Mais j'avais pas du tout cette dimension que j'ai aujourd'hui d'événementiel. J'ai vraiment cette dimension de booking d'artistes parce que c'est ce que je faisais déjà. C'est-à-dire que quand j'étais à Virgin, j'avais déjà pas mal de sollicitations. Ok. Et je me disais, bah putain, là, je suis pas dispo. C'est relou de pas pouvoir proposer une alternative à cette personne-là. Donc du coup, en fait, je me suis positionné comme agence de booking. Donc je disais, bah voilà, moi, je suis pas dispo. Par contre, j'ai un pote qui est dispo. Est-ce que vous voulez que je vous le booke, etc. Donc c'est vraiment né comme ça. J'ai créé Aoyos vraiment parce que administrativement parlant, j'avais pas le choix en termes de procédure, parce qu'auto-entrepreneur, tu peux pas sous-traiter, etc. des choses. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Ça, c'est pas légal, ouais. Ouais, c'est compliqué et pas légal en plus. Du coup, je me suis vraiment positionné sur une vraie entreprise, entre guillemets, pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc, du coup, j'ai fait ça. Je me suis un peu lancé dans le grand bain sans savoir vraiment ce que c'était, parce que pour être honnête, quand tu crées une entreprise, je crois que j'avais 23 ou 24 ans à l'époque quand je l'ai fait, je me rendais pas compte en fait de ce que je faisais. Et j'ai vraiment vu la différence entre le statut d'auto-entrepreneur et le statut d'une vraie entreprise. Ce que ça a impliqué, c'était pas du tout le même mode de fonctionnement. Je me suis fait rattraper sur plein de trucs. Après, t'apprends. Hein, bah ouais, bien sûr. Mais c'est trop cool. Et c'est comme ça qu'on apprend en faisant les erreurs. Exactement. Donc, Et donc, du coup, j'ai monté ça. Et donc, en fait, naturellement, au moment du Covid, je me suis dit, OK, alors, Covid, il y a eu 3 mois, je pense, où j'ai rien fait. Je me suis dit, ça va durer 3 mois. De toute façon, je vais attendre. Donc, vraiment. Ouais, de toute façon, on pouvait rien faire, en fait. Ouais, donc, exactement. Ouais, mais tu sais, j'étais vraiment en détente. Je pensais à rien. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, écoute, ça commence à durer un peu longtemps, là. Peut-être qu'il faudrait que tu réfléchisses un peu, tu vois, à la suite, etc. Avant Covid, déjà, Virgin Radio avait pris des positions musicales qui n'étaient pas forcément ce que je recherchais. On se dirigeait vers quelque chose de beaucoup plus musique française, etc. Et moi, j'étais vraiment plus pop, électro. Ouais. Et on était là. C'est vrai que c'était limite pop rock à un moment, j'ai l'impression. Et ça, c'est ce virage-là qui, du coup, les DJ, qu'est-ce qu'ils font? On n'avait pas forcément notre place, en fait. Ouais, tu voilà. vois, je pense. Enfin, en tout cas, il y a toujours des DJ sur Virgin à l'heure actuelle. Enfin, c'est devenu Europe 2, mais il y a toujours des artistes type DJ. Mais c'est vrai que moi, dans la programmation musicale, déjà que de base, je fitais pas à 200%. Là, je fitais encore moins. Donc, je me suis dit que vraiment, ça vaut le coup. Et surtout, j'ai découvert du coup l'entrepreneuriat au fur et à mesure. Et j'ai vraiment apprécié ça. Et je me suis dit, en fait, il faudrait que je fasse un truc là-dedans. Donc, au début, j'étais vraiment full agence de booking. Je me suis dit, je vais faire ça, c'est cool, etc. En réfléchissant un peu plus pendant le Covid, je me suis dit, agence de booking, c'est sympa. Mais en fait, j'ai vraiment envie de proposer des solutions clés en main à des futurs clients parce que je me rendais compte, je travaillais souvent avec un client récurrent que je travaille avec encore aujourd'hui, qui avait souvent des besoins, mais pas que besoin du DJ. Il avait besoin du matériel qu'elle avait avec le DJ, donc les enceintes. Il avait besoin du desk pour le DJ. Il avait besoin de plein de trucs annexes. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est là la clé du truc où je peux proposer clairement quelque chose de complet. Donc en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dirigé vraiment vers agence événementielle et je me suis dit, OK, on va faire et du DJ parce que c'est les contacts que j'ai et c'est ce que je peux mettre en place assez simplement et je suis capable de le faire. Et le côté, entre guillemets, plus tout venant, on va voir ce qui se tombe et on va voir ce qu'on peut prendre. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai dirigé vers agence événementielle. Et en fait, j'ai fait une rupture conventionnelle avec Virgin Radio. Ça, c'était en quelle année? Fin Covid. Ah, fin Covid, ok. Ouais, fin Covid. Et en fait, je cherche des bureaux sur Orléans. Parce que, du coup, oui, donc tu passes direct. Ouais. En fait, j'avais tout en tête. Pendant le Covid, j'ai tout monté. C'est simple, j'avais un carnet avec des pages blanches. J'ai réfléchi toute ma strat. Je me suis dit, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. J'ai créé le logo, j'ai créé le site, j'ai tout créé avant, entre guillemets, parce que je savais que j'allais partir. J'avais trouvé un compromis, etc. pour partir dans de bonnes conditions. Donc, je savais que j'allais partir. Donc, je me suis dit, en fait, c'est simple. Je mets tout comme ça. Dès que je pars de Virgin Radio, boum, j'enclenche directement. Mais c'est là où tu as été super smart. C'est que tu pars d'un problème en te disant, OK, j'ai un réseau de dingue grâce à Virgin. On me propose des dates, je peux pas y aller parce que je suis un seul homme. Ouais. J'ai envie de mettre des potes à moi, faire kiffer des gens, je vais les booker. Carrément. Et en même temps, tu veux partir de Virgin, donc tu te dis, OK, je prépare mon plan, tu profites du Covid où il se passe rien. Et fin Covid, ouais, exactement. T'es prêt. Ouais, c'est ça. Incroyable. C'est exactement ça. Je suis prêt et j'ai bien réfléchi à ce que je veux faire, tu vois.
Et donc du coup, je trouve des bureaux. Je me laisse, je crois, il y a 1 semaine et demie où je fais rien, mais voulu. Dans le sens où voilà, je me fais un espèce de vacances, un petit break d'1 semaine et demie avant de me mettre vraiment dedans. Je recrute une alternante. Donc très vite. Bah en fait direct, parce que en fait pour moi ça n'a pas été tant sur le besoin en termes de charge de travail, ça a été sur mon besoin en termes de discipline. Je me suis dit si je suis tout seul, je n'arriverai jamais à venir tous les matins au bureau, etc., etc. Donc je me suis forcé en fait. J'ai pris une alternante pour ça. Enfin pour ça. C'est peut-être dénigré, hein. C'est pas exactement pour ça, mais en partie pour ça aussi. Pour t'aider et aussi pour te mettre vraiment dans la peau pour de me voilà. structurer. Ok, on a une entreprise, il y a des gens avec moi, faut que je vienne à 9h au bureau, Exactement. sinon je vais passer pour un dormeur. Exactement, c'est tout ça. Donc du coup, il y a eu des loupés, mais quand même, j'ai réussi à me tenir. Et au final, voilà, ça a tout de suite mis dans le bain et ça m'a tout de suite mis, entre guillemets, pas mal de choses à mettre en place. Et donc du coup, de fil en aiguille, Oyos, on a grandi. On était quand même beaucoup sur l'aspect DJ au début, hein. On va pas se le cacher, on faisait beaucoup de prestats DJ. Et vraiment, là, tu vois, à l'heure actuelle, le prestat DJ, on en fait toujours, évidemment, mais on fait beaucoup de prestats événementiels. On tend plus vers ça. Donc toi, pendant le Covid, tu te dis, je vais lancer une agence d'événementiel. Là, tu te dis, le truc bloqué, parce que c'est resté bloqué pendant longtemps. Tu as eu des confinements, puis reconfinements, retour des masques, couvre-feu, etc. Tu te dis, moi, je vais aller tout droit dans ce qu'on peut plus faire. Et en plus, j'ai eu de la chance parce que, en fait, je voulais partir au bon moment. Parce qu'effectivement, comme tu l'as super bien dit, ça a été des cycles de confinement, reconfinement. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, si je pars au moment où il y a un re-reconfinement, bah, je suis mort, en fait. Enfin, c'est pas que je suis mort, mais c'est que ça commence mal. Et c'est ce qui s'est passé, malheureusement. Mais ça a été léger. Où, en gros, je sais pas, on était au mois de novembre, il y a eu un reconfinement. En tout cas, un confinement qui ne permettait pas à plus de 10 personnes de se rassembler, quelque chose comme ça, quoi. Ouais, je crois que c'était un semi-confinement, mais dans l'esprit, nous, dans le business, voilà, ça nous a beaucoup impacté. Donc, en fait, on a commencé véritablement à travailler, je crois, au mois de février, où on pouvait réaliser des événements à ce moment-là. Donc, du coup, il y a eu effectivement 2-3 mois où c'était un peu compliqué. Donc, au début, j'essayais du coup de trouver des parades, de lancer un truc de podcast, etc., pour qu'on puisse, entre guillemets, faire du biz. On en a vendu un. Pas mal. C'est déjà ça. Ça nous a peut-être... Non, mais ta première vente, c'est toujours... Ouais, exactement. C'est incroyable. Et donc, après, on s'est dirigé vers ce qu'on savait faire, quoi. Donc finalement, tu lances Aoyos pendant le Covid. Donc tu dis confinement, c'est bien, tu as le temps de te poser, finalement. Peut-être de prévoir 2-3 process, commencer à parler avec des clients. Est-ce qu'en quelque sorte, tu as profité du Covid, justement, pour te lancer? Tu vois, je te dis ça parce que nous, dans notre propre business, dans l'agence, on a souvent pris l'excuse du Covid. Ouais. Et puis même le fait qu'il n'y ait plus d'événements le soir, que tu aies beaucoup moins de rendez-vous avec les clients, etc., tu es tellement focus business que nous, ça a été un accélérateur incroyable. Je pense que ça a été clairement ça. Je sais pas. Alors, je savais que je voulais monter ma boîte. C'était sûr, j'allais le faire parce que c'est quelque chose dont j'avais envie depuis un moment. Ça me trottait dans la tête. Mais je sais pas si effectivement j'aurais eu. Je sais pas si c'est le courage ou l'énergie de le faire si vraiment il n'y aurait pas eu ce coup d'arrêt. Parce que ma carrière de DJ était vraiment lancée au moment où le Covid s'est arrêté, ça a commencé. Je commençais vraiment à avoir des dates de manière très très régulière. Enfin, j'en avais déjà de manière très régulière, mais je commençais à faire deux dates par week-end, des fois 3 dates par week-end. Ce qui est énorme quand t'es DJ, tu travailles pour ça. Et en fait, à ce moment-là, ça s'arrête. Et en fait, je me suis dit, clairement, il y a une opportunité à saisir. Et c'est vraiment ce qui m'a, je pense, poussé en fait à me dire que ok, je vais y aller. Et c'est pour ça que c'est les 3 premiers mois dont je te parlais, j'ai rien fait parce que j'étais, je pense, un peu comme beaucoup dans le truc de ok, ça va durer 3 mois et ça va reprendre. Et au final, ça a duré, je sais plus, 1 an et demi, un truc comme ça. Ouais, au moins. Dans le monde de la nuit, ça a été très long. Et en fait, ça a clairement été quelque chose que j'ai saisi. En fait, ça a été vraiment une opportunité sur lequel en fait j'ai vraiment travaillé, comme tu dis, full focus business. Où je notais toutes mes idées, cherchais plein de choses, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est l'opportunité que j'ai pour pouvoir me lancer. Parce que là, en fait, j'attendais qu'une chose, c'est que entre guillemets, ils enlèvent toutes ces restrictions pour pouvoir foncer. Parce que j'avais tout créé, j'avais tout pensé et il n'y avait plus qu'à, quoi. On parle beaucoup d'Aoyos, du coup, c'est une boîte dans l'événementiel où on comprend. Qu'est-ce que vous faites exactement? On accompagne les entreprises sur tout type d'événements. Donc, ça peut être du séminaire, de la soirée d'entreprise, les 25 ans de l'entreprise, donc anniversaire, lancement de produits et autres. L'idée, c'est de leur proposer des solutions clés en main. Ils nous contactent avec un brief. Et avec ce brief, nous, l'idée, c'est de faire intervenir les bonnes personnes pour qu'on puisse réaliser leur événement. Donc, du coup, nous, on a un peu le chef d'orchestre de leurs événements pour trouver tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir l'organiser. Donc, ça passe par plein de choses, la sécurité, un lieu, le traiteur, des animations, des artistes. Donc c'est pour ça aussi que ce côté DJ était intéressant, parce qu'on avait de la facilité aussi par rapport à ça pour proposer une plus-value dans les événements qu'on proposait.
Donc c'est vraiment ça qu'on fait au quotidien. Et l'idée, tout simplement, c'est de faciliter en fait l'organisation d'un événement avec une dynamique un peu nouvelle. Moi, je trouve que les agences événementielles d'aujourd'hui, elles sont toutes old school. Ça commence à changer. J'avais ce discours-là il y a 2-3 ans, mais ça commence vraiment à changer. Mais pour le coup, il y en a quand même pas mal qui sont encore à l'ouest. Mais je trouve qu'il y avait peu de digitalisation, il y avait peu d'outils. Et moi, je trouve que c'était vraiment ce qui manquait. Moi, j'avais vraiment envie que le client, il arrive sur notre site internet, il puisse choisir son lieu, en fait, créer un peu lui-même son événement par rapport à ce qu'il a en tête, choisir les animations, etc. Et c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est dans ce sens où on est allé, on a créé toute une plateforme un peu digitalisée où le client, il arrive, il a à disposition des lieux avec lesquels on est partenaire, il a à disposition des animations, etc. Et nous, l'idée, évidemment, c'est de le conseiller, de lui dire, bah voilà, toi, tu as choisi celui-là. Malgré tout, celui-là, il n'est pas forcément adapté par rapport à ce que tu veux faire. On va te conseiller celui-là. Mais voilà, c'est pas non plus, il fait son événement tout seul et il est lâché, pas du tout. C'est juste que voilà, on voulait vraiment digitaliser ça pour faciliter en fait tout simplement la création d'événements et que les mecs puissent se projeter, etc. Et on a fait ça aussi un peu en back, mais c'est-à-dire on a créé toute une application interne qui nous permet aussi de gérer nous en tant qu'agence les événements. Et depuis peu aussi, tu as nos clients qui interviennent dedans, qui peuvent créer leurs événements depuis cet outil et ils vont tout simplement pouvoir retrouver leur devis, leurs factures, etc. On essaie de faire des vidéos pour nos clients, leur expliquer, leur parler. Des fois, dans un mail, c'est compliqué d'exprimer clairement ce qu'on va faire, etc. Donc, on essaie de leur dire, voilà, clairement, voilà, on va faire ça, on a prévu ça, on a pensé à ça parce que ça, etc. etc. Donc là, clairement, c'est ce qu'on fait au quotidien. En parallèle d'Aoyos, c'est très récent. Ouais. Tu as lancé Kix, une école, une académie, je sais pas trop comment tu l'appelles. On l'appelle l'Académie, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce projet et surtout pourquoi ? Carrément. Kix Academy, c'est une formation en ligne pour les artistes, principalement les DJ, qui souhaitent développer une carrière sur le long terme. Je me suis rendu compte pendant ma carrière de DJ que j'avais souvent beaucoup de demandes des DJ qui, eux, commençaient sur l'aspect business. J'insiste sur l'aspect business parce qu'aujourd'hui, la plupart des DJ, ils vont réussir à apprendre à mixer avec YouTube, en s'achetant un petit contrôleur. Maintenant, à l'époque, c'était un peu moins le cas, et maintenant, tu as plein de petits contrôleurs qui coûtent plus très cher. Tu peux facilement commencer à apprendre à mixer, voir si ça te plaît déjà dans un premier temps, et si ça te plaît, ensuite passer sur des choses qui sont plus complexes, tout simplement. Et en fait, je recevais beaucoup de messages sur l'aspect comment je trouve des dates, comment je fais pour communiquer, etc. etc. Donc moi, j'aime bien partager, donc je donnais en fait de la valeur à ces personnes-là, et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, mais en fait, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur le fait de vraiment délivrer toute la valeur que j'ai accumulée ces dernières années pour pouvoir donner les clés aux DJ pour tout simplement se vendre et obtenir plus d'événements. La promesse, c'est passer de 0 à 100 dates. Je sors de ma chambre, je vais acquérir mes premières dates, je vais mixer de manière très régulière. Ton parcours. Exactement, tout à fait. Et donc du coup, je me suis inspiré de mon parcours en tant que DJ, mais aussi en tant qu'organisateur. Et je pense que j'ai trouvé le bon timing pour sortir du coup Kix parce que en fait, l'aspect organisateur, je l'avais pas avant, je l'ai maintenant, et donc je sais aussi ce qu'un organisateur d'événements attend d'un artiste ou d'un DJ. Je sais entre guillemets ce qu'il va falloir lui dire, comment il va falloir lui parler pour que il ait envie de te booker toi plus qu'un autre. Et ça, je trouve que c'est super important parce que la plupart des DJ, ils ont la version de eux-mêmes, de ce qu'ils attendent, mais ils n'ont pas forcément la version de ce que va attendre le DA, le booker et tout. Donc c'est vraiment ça que j'ai mis dans cette formation. Elle se décompose en plusieurs parties. Tu as une première partie qui est vraiment de l'autoprogression avec des vidéos type formation en ligne comme on peut retrouver partout. Là, l'idée, c'est que tu puisses y accéder 24/24, 7/7. Tu avances à ton rythme, tu as des actions qui sont à mettre en place à la fin de chaque chapitre, chaque vidéo, qui vont te permettre de construire ta carrière sur le long terme. En parallèle, tu as les calls et les lives, et ça, c'est quelque chose qui est super important, qui va permettre en fait tout simplement de suivre l'actualité de chacun. L'idée, c'est que là, à l'heure actuelle, tu vois, on a entre 6 et 8 calls par mois. Tu as des calls avec moi, donc vraiment sur l'aspect music business, qui est, je pense, ma zone de génie. Et tu as aussi d'autres calls que j'ai délégués à d'autres personnes qui, pour moi, font sens parce que c'est des personnes qui maîtrisent vraiment leur sujet. Je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, même si on travaillait l'aspect business, l'aspect, entre guillemets, artistique de base, il revenait souvent. Donc, du coup, on a installé des cours de production musicale pour ceux qui souhaitent produire, parce qu'on a beaucoup qui font de la production. On a installé des cours d'anglais, parce qu'il y en a pas mal qui sont pas forcément au fait par rapport à l'anglais. Et quand tu as un artiste, plus tu peux toucher de monde, mieux c'est. Donc forcément, parler anglais, et puis même pour interagir avec d'autres producteurs et tout, c'est essentiel. On a intégré des cours de branding et de communication, parce que je pense que c'est un levier juste essentiel pour pouvoir réussir aujourd'hui en tant qu'artiste, mais pas que artiste, dans tous les domaines, mais encore plus, parce que si tu le fais pas, c'est fini.
Et en fait, l'idée, c'est que j'ai placé un expert du domaine sur chaque call. Donc, par exemple, Branding.com, à l'heure actuelle, c'est Miko, qui est le photographe de DJ Snake, qui a tourné avec Chami, Mala, donc c'est juste énorme. Sur le volet production, tu as Simon Says, qui est un DJ qui, lui, produit pour des gros artistes en Ghost Prod, qui a signé chez Spinning, qui est juste le label où tout le monde veut signer en tant qu'artiste et DJ. Insomniac, Smash the House, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est de trouver une personne sur chaque poste qui fait vraiment la diff et qui peut vraiment apporter le meilleur pour chacun. Et ce suivi-là, il est essentiel parce que c'est vraiment ce qui va permettre de créer des synergies et de créer de la valeur sur le long terme. Et ça, je pense que c'est important. Et à côté de ça, tu as aussi la communauté. Et ça, c'est énorme. C'est quelque chose qui t'apporte... C'est-à-dire que tu rentres dans notre formation, tu as tout de suite, à l'heure actuelle, plus de 50 cerveaux qui vont travailler avec toi. Donc forcément, en fait, tu vas aller beaucoup plus vite. Tu veux des avis, tu as une communauté, tu postes l'avis, tu vas avoir un retour de manière instantanée. Tu as les coachs qui vont répondre aussi. Enfin bref, c'est juste génial et c'est quelque chose qui va vraiment te permettre d'avancer beaucoup plus vite et surtout que quand les portes elles sont un peu fermées ou que tu as des soucis, tente ouvrir les portes et aider. Et moi, avec mon réseau, j'essaie de booker les artistes dès qu'ils en ont besoin, dès que j'ai des demandes, etc. Ou dès que je reçois des opportunités, forcément, je priorise en fait tous ceux qui ont fait confiance avec la formation pour pouvoir leur apporter le meilleur et les booker. Donc tu vois, là, il y a 2 DJ qui sont résidents dans un club. T'en as un autre que j'ai fait mixer sur Paris sur une soirée au Trocadéro, etc. Ouais, donc finalement, maintenant, c'est une formation hyper complète. Ouais. Tu les accompagnes vraiment dans leur propre communication, la compréhension d'eux-mêmes, mais aussi de ce qu'attendent les autres. Totalement. Et tu mets à profit ton réseau Exactement. en plus. En fait, l'idée, c'est vraiment, tu arrives chez Kix, peu importe ton niveau, en fait. Peu importe si t'es encore dans ta chambre ou tu as juste 2-3 dates par mois. L'idée, même, t'en as d'autres qui genre, par exemple, je pense à Cyril, qui nous a rejoint. Lui, il a un parcours qui est ouf. C'est-à-dire qu'il est joué par David Guetta, etc. En fait, il est super bon producteur, mais par contre, il n'a pas de date parce que, tu vois, sur le fait de se vendre, etc., c'est des choses qu'il n'a pas encore travaillé. Donc, en fait, le mec, il est joué par les artistes les plus gros au monde. Il est playlisté dans des radios de fou. Mais en fait, à côté de ça, tu vois, il n'a pas les dates. Et là, l'idée, tu vois, c'est qu'en fait, il n'y a pas de profil type. Tu vois, l'idée, lui, ça va être vraiment de targeter ça à 200%. Et du coup, je pense que c'est super important d'avoir cette synergie globale parce que chacun apporte à l'autre. Et c'est super, super intéressant, tu vois. Ok, donc finalement, tu les aides pas sur la technique. Ils savent mixer plus ou moins, bon, tu les aides pour la prod, etc. Mais toi, c'est surtout sur l'aspect se vendre, se montrer, se faire connaître. Tu dis Cyril, qui est joué par David Guetta, mais qui finalement n'arrive pas à émerger lui-même parce qu'il ne sait peut-être pas se mettre en avant. Ouais, ça. tout à fait. En fait, je pars du principe qu'aujourd'hui, la plupart des DJ, en tout cas qui se lancent ou qui ont envie d'avoir une carrière, savent déjà mixer. Ça veut dire que j'ai pas forcément besoin de leur apporter quelque chose de ce côté-là. Je les prends, entre guillemets, au moment où ils ont déjà les bases à minima pour savoir mixer et assurer une soirée, que ce soit dans un club, dans un bar, peu importe les envies et les objectifs de chacun. Je les prends à partir de là pour les accompagner jusqu'au bout. C'est vraiment l'idée. Tout ce qui est prod et tout, c'est des choses qu'on a rajoutées, qui n'étaient pas forcément prévues à la base, mais moi, l'idée, c'est toujours d'apporter le max de valeur à chacun. Donc, du coup, en fait, au fur et à mesure de nos échanges, au fur et à mesure de tout ça, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place ? Pareil, les cours d'anglais, tu vois, c'est des choses, je me suis rendu compte au fur et à mesure que ça pourrait vraiment être super pertinent de le faire. Donc, du coup, on l'a implémenté. Le cours de mix, c'est peut-être quelque chose qui va me faire mentir parce qu'il y a moyen que ce soit quelque chose qu'on intègre au fur et à mesure. Parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup d'artistes qui souhaiteraient nous rejoindre dans l'accompagnement aujourd'hui avec Kix, mais qui effectivement n'ont pas commencé à mixer. Donc du coup, on se rend compte que ces artistes-là, c'est dommage, entre guillemets, de leur fermer la porte à Kix. Et donc du coup, on va essayer, je pense, de travailler sur cette partie-là. Alors, ce ne sera pas forcément moi, je pense, qui l'animera, parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont meilleures sur le domaine. Mais l'idée, c'est de proposer un truc vraiment complet à terme avec le mix, le business, la production, etc. Tu disais tout à l'heure, au moment d'Aoyos, que tu as pris ta première alternante pour te booster un peu, finalement. Ouais. Quelque chose qui se rapproche quand même. Tu as des élèves que tu formes. Qu'est-ce que toi, ça te fait quand tu vois des gens que tu as formés qui commencent à vivre de leur passion, qui commencent à avoir des premiers résultats? Est-ce que toi, ça te booste encore plus, justement? C'est là où je fais le lien avec Aoyos, c'était compliqué à voir, mais ça arrive. Est-ce que toi, ça te booste encore plus à aller plus loin, à les aider, enfin voilà, mettre encore plus à profit ton expérience, ton réseau, etc. Et surtout, comment tu te sens quand tu vois un mec que tu as rencontré il y a 3 mois, il a suivi ta formation, tu l'aides dans l'école et finalement, hop, la date est là. C'est clair. Franchement, moi, dès qu'ils ont, entre guillemets, la première date grâce à moi, ça me fait super plaisir parce que, entre guillemets, je suis là pour ça, tu vois. Je suis là pour, entre guillemets, qu'ils obtiennent le max. Donc, dès qu'ils obtiennent quelque chose, mais même si c'est la 2e, la 3e ou la 4e, je suis trop content parce que je vois, entre guillemets, que le projet est grandi, quoi. Moi, vraiment, l'idée, c'est ce que je leur dis souvent, c'est que je suis une trousse à outils. C'est-à-dire qu'à partir du moment
où ils me rejoignent. Je suis une trousse à outils, il faut qu'ils profitent au maximum de ce qu'on peut offrir. Donc que ce soit par la formation en elle-même, que ce soit par mon carnet d'adresses, que ce soit par une question qu'ils ont besoin de me poser, faut pas qu'ils hésitent parce que je suis là pour leur ouvrir les portes. Donc c'est vraiment ce que je leur dis. Et moi, l'idée, c'est vraiment de les pousser. Et surtout quand il y a des complexités ou des choses sur lesquelles ils se sentent peut-être en manque, tu vois, par exemple sur l'aspect production, parce que moi, c'était pas un sujet, mais c'était un parti pris. Je voulais pas traiter ce sujet à la base. Je me suis dit, ok, ça fait 2-3 fois que vous me parlez de prod. Est-ce que vous voulez qu'on implémente des cours autour de la prod? Ouais, on est trop chaud. Ok, let's go. Moi, de mon côté, je regarde avec mes contacts, je vois ce qu'on peut faire et on implémente. Et l'idée, ça va être toujours ça. Ça va être de toujours savoir un petit peu quelles sont soit les difficultés, soit les besoins qu'ils ont pour pouvoir adapter ce que je propose pour que ça reflète clairement tout ce qu'ils ont, tu vois. Donc, dès qu'il y a un manquement quelque part, moi, l'idée, c'est de venir combler ça avec soit la bonne personne, soit la bonne ressource, soit retourner une vidéo pour expliquer un sujet. C'est ce que j'ai fait récemment là sur les réseaux sociaux. J'ai refait une vidéo que j'ai mis à dispo où j'explique clairement comment paramétrer, etc., certaines choses, etc. Petit moment promotionnel. Ouais. Il y a d'autres formations de DJ, j'ai fait mes petites recherches. Ouais. Attention, il y en a certains avec qui je suis fâché. Promis, je dis pas leur nom. Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose qui te distingue d'eux? Pourquoi il faut aller chez Kix si jamais on veut se former demain? Carrément. Alors, je voudrais juste remettre un truc dans le contexte, c'est que tu as les formations qui sont, elles, en présentiel et les formations en ligne. Sur les formations en présentiel, là où on va se démarquer, c'est sur le fait de pouvoir la suivre un peu n'importe où. Après, les formations en présentiel sont vraiment axées très savoir mixer et apprendre des techniques de mix, donc c'est pas, entre guillemets, mes concurrents directs. Okay. Sur l'aspect formation en ligne, effectivement, tu as 2-3 concurrents qui sont sur le volet. Ce qui déjà me distingue, et c'est flagrant, c'est la crédibilité de pouvoir apporter ce type de conseils et tout simplement d'expertise et d'expérience. Parce qu'aujourd'hui, les 2 concurrents que j'ai en tête, c'est des personnes qui n'ont jamais eu la carrière que j'ai eue. C'est pas pour me vanter en termes d'ego, mais c'est juste en termes d'expérience. Ils n'ont jamais vécu ce que j'ai vécu. Et pour certains, j'ai même du mal à comprendre quels conseils et quelles valeurs ils peuvent apporter de par ce qu'ils montrent et ce qu'ils mettent sur les réseaux. Donc ça, je pense que c'est énorme. Ensuite, par rapport au programme, parce que je vois un petit peu ce qu'ils proposent et je vois ce qu'on propose, nous, on a un programme qui est 3 fois plus fourni que ce qu'ils proposent. On a vraiment, nous, quelque chose de méga concret. Les intervenants qu'on a, c'est vraiment des intervenants d'exception. Quand tu as des personnes comme Miko, qui sont dans l'accompagnement, qui accompagnent juste l'un des artistes français qui tourne le plus dans le monde, c'est difficile de faire mieux. Donc moi, c'est vraiment d'aller chercher vraiment l'élite aussi par rapport à ça. Donc je pense que vraiment, il y a vraiment un level entre ce que eux proposent et ce que nous proposent. Pour moi, ça a vraiment rien à voir. On est vraiment, nous, dans une démarche long terme. On a envie de créer plein de choses. Je te parlais des événements qu'on va organiser, etc. Voilà, l'idée, c'est vraiment de créer à terme une vraie académie qui va vraiment permettre à tous les DJ de créer quelque chose de solide. Et plus on sera nombreux, plus on sera fort, plus on va créer des opportunités, des connexions. Et c'est vraiment, tu vois, j'ai envie d'arriver à un certain moment où il y a une vraie team. Enfin, il y a déjà une vraie team, mais j'ai envie d'arriver à un moment où il y a une team qui est méga, méga soudée. Et limite, je suis plus là, ça fonctionne parce que les mecs, ils ont l'ADN du truc, ils ont compris comment ça marche, ils ont vraiment, tu vois, ce mindset de vouloir s'entraider, de proposer des choses. Et ça arrive déjà, tu vois, il y en a plein qui proposent des choses. Tu vois, sur plein d'aspects, t'en as un, il est super bon en prod, il va aider tout le monde sur la prod. T'en as un, il est super bon sur les sujets administratifs, il va aider tout le monde là-dessus. Et en fait, c'est trop cool parce que du coup, entre guillemets, limite, des fois, je peux me mettre en retrait, que la communauté s'anime et tout le monde s'entraide, donc c'est génial. Bon, écoute, c'est bien noté. Si jamais on veut se former demain, on a bien retenu tout ce que tu as dit. J'ai discuté avec un ami à moi il y a quelques jours qui me disait « J'essaye de m'auto-virer de ma boîte ». Ouais. C'est presque ça. Alors, il m'a dit « Je délègue partout et je m'auto-vire. Si demain, je suis plus là, enfin moi, j'ai la vision, j'ai la relation, j'ai le réseau, je développe tout. Mais si je suis plus là, la boîte, elle tourne. » Et c'est exactement ce que tu veux finalement avec la formation. Ouais. Pas que avec l'information. Pas que avec l'information. Non, je rigole, mais non, ce que je veux dire par là, c'est que j'avais beaucoup de mal à déléguer avant. Et maintenant, je me commence à me rendre compte de la puissance que ça peut apporter de déléguer. Que ce soit en termes de temps, mais pas en fait directement. Aussi de par rapport à ce que tu vas pouvoir créer à côté, etc. Donc en fait, ce qui est important quand tu délègues, c'est de trouver déjà potentiellement la bonne personne et ensuite d'avoir aussi mis avant en place les bons process, etc. Parce que déléguer pour déléguer, si c'est bancal, ça va pas forcément fonctionner. Et effectivement, en fait, ce que j'aimerais bien avec la formation,
Moi, j'ai toujours envie d'être là, d'être présent, etc. Surtout que c'est que le début. Mais c'est vrai que j'ai vraiment envie que chacun puisse apporter quelque chose, tu vois. Donc la personne qui nous rejoint, qui est bon dans son domaine, peut-être que c'est un élève, peut-être qu'il viendra coach demain, tu vois. L'idée, c'est vraiment de pouvoir implémenter tout ça pour qu'à terme, on est vraiment... T'arrives dedans, il n'y ait pas une question qui reste sans réponse. C'est déjà pas le cas, mais que ce soit encore plus réactif, qu'on ait encore plus de monde. Et c'est vraiment ça l'objectif. Et surtout, l'objectif final, c'est de voir un des élèves faire le tour du monde, mixer sur les plus grosses scènes. Là, ce serait vraiment incroyable pour nous. Le nouveau DJ Snake ou Exactement. le nouveau David Guetta. Mais c'est là où tu as été très fort, c'est Kix finalement aujourd'hui. Là, quand on tourne, ça a quoi, 6 mois grand maximum? Même pas, hein, on a lancé en fin juin. Et tu as déjà délégué plein de choses. Ouais. Sur plein de thématiques, c'est pas toi qui donnes des cours. Tu as des intervenants exceptionnels. Donc je trouve qu'en 6 mois, tu vois, c'est quand même très fort. Ouais, je suis super content. Après, ça a été co-construit, tu vois, encore une fois, avec les élèves qui m'ont donné des tips sur ce qu'ils voulaient et ce qu'ils souhaitaient. Mais ouais, franchement, je suis super content qu'on ait réussi à avoir une team comme ça, qui est en plus soudée, qui a le bon mindset. Moi, c'était aussi important de m'entourer des bonnes personnes, de pas juste prendre des personnes qui ont envie de devenir DJ et d'évoluer dans ce domaine, qui sont là sans forcément avoir la vision complète et qui partagent ce que je partage. Moi, c'est d'avoir des personnes qui sont dans le global, des gens qui sont là aussi pour aider les autres gens et qui sont là pour vraiment tous se soutenir et créer de la synergie. On en parlait tout à l'heure. Tu disais... être DJ et avoir Aoyos en même temps, c'est compliqué. Finalement, aujourd'hui, il y a Aoyos et Kix. C'est vrai. Comment tu fais déjà pour jongler entre les deux boîtes, les deux activités qui, même si elles sont complémentaires d'un certain point de vue, c'est quand même deux choses bien distinctes. Comment tu fais pour rester au top dans les deux boîtes, les deux domaines, événementiel et formation? Carrément. Écoute, sur l'aspect Aoyos, j'ai la chance d'avoir deux personnes du coup avec moi, Alice et Héloïse. Alice qui s'occupe de la partie donc chef de projet, donc celle qui va construire les événements pour nos clients. Qui Alice aujourd'hui, je peux le dire, c'est vraiment un top profil, c'est-à-dire qu'elle est vraiment capable de tout gérer. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, je peux m'auto-virer de ma boîte. Je peux le faire, en tout cas, parce que Alice maîtrise quasiment tous les aspects et est capable de faire tourner la boîte, entre guillemets, sans moi, côté Aoyos. Héloïse, elle a cette position où elle est un peu entre les deux, parce que toujours été sur Aoyos, bien sûr, mais depuis que j'ai lancé la formation, elle m'épaule beaucoup sur la formation et sur tout ce qu'on peut mettre en place. Donc c'est passé par la co-création de la formation, elle m'a beaucoup aidé sur ce sujet, malgré le fait qu'elle ne soit pas experte dans ce sujet, elle m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, sur tout ce que je développe, c'est souvent avec Héloïse que je travaille sur la formation. Donc il y a plein de choses, que ce soit sur la communication, que ce soit sur peut-être aussi ce que je mets en place. Elle gère aussi toute la modération de la plateforme, par exemple, celle qui a créé la plateforme, etc. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de structurer. Donc du coup, là, on est plutôt bien structuré. Moi, je suis toujours avec Alice, évidemment, sur les sujets événementiels quand il y a besoin, mais de manière générale, elle sait très bien le gérer. Et côté formation, je me suis beaucoup concentré dessus parce que c'était le début. Je voulais pas faire de déçus, je voulais que tout le monde y trouve son compte. Maintenant qu'il y a de plus en plus de coachs, c'est génial parce que ça permet d'avoir encore plus de visibilité, plus de vision, plus de retours. Et effectivement, après, franchement, ça se découpe plutôt bien. Vu que c'est pas DJ où tu es obligé d'aller à droite, à gauche, etc., de rentrer à 8h du mat, c'est des horaires entre guillemets de bureau, c'est complètement ok, tu vois, j'arrive à gérer mes journées comme ça. Tu as créé un pont entre les équipes Aoyos et celles de Kix avec Héloïse, comme tu disais. Ça, c'est assez fort. Ouais, exactement. Ouais, c'est cool parce qu'on a trouvé franchement, ça roule bien, quoi. Honnêtement, ça s'est fait naturellement au fur et à mesure. Et aujourd'hui, c'est cool parce que toutes les planètes s'alignent. Au niveau charge de travail, ça va quand même être pas mal. Tu vois, tu développes deux boîtes en même temps, dont une qui est vraiment à la formation, tu pars de zéro, tu filmes tout, j'imagine. Ouais, c'est clair. Ça prend combien de temps, ça d'ailleurs, à lancer Kix? Tourner, l'idée, scripter les vidéos, la formation à tourner, monter, etc. Combien de temps ça te prend? Et là, c'est pareil, tu dois jongler avec Aoyos en même temps. Ouais. Alors maintenant que la formation elle est lancée, on va dire que ça me prend plus beaucoup de temps dans le sens où mon taf c'est d'accompagner les gens, de répondre aux questions, de faire les calls, etc. Mais concrètement, c'est un truc où je vais me poser 1 heure par jour, je vais répondre aux questions de tout le monde, je vais faire des audios, des vocales, je vais répondre en vidéo s'il y a besoin de montrer des choses parfois. Et à côté de ça, je vais faire minimum quasiment un call par semaine, tous les lundis, qui lui va durer 2-3 heures, ça dépend du nombre de personnes. Ouais. Mais au final, c'est pas quelque chose qui me prend un temps non plus fou au quotidien. Donc, c'est ok. Ce qui me prend plus de temps sur la formation, ce qui m'a pris beaucoup de temps, surtout avant, c'est de développer la formation en elle-même. Parce que là, il y a une vraie recherche sur, ok, comment je vais la structurer, qu'est-ce que je vais ajouter,
repenser aussi peut-être aux anecdotes que j'ai vécues, etc. Donc tout ça, ça a été un travail vraiment très long. Ça m'a pris, je pense que ça nous a pris 3 mois avec Héloïse à travailler, donc c'était super, super long. Je le disais tout à l'heure dans l'introduction, on se connaît personnellement, on a même travaillé ensemble. Quand moi, je regarde ta vie, voilà, on s'appelle pas tous les jours, j'ai l'impression que tu bosses tout le temps. Est-ce que c'est une impression ou c'est vrai? Lundi, mardi, mercredi, du lundi au lundi, et de 9h à, tu vois, à 23h. Ouais. C'est l'impression que tu donnes. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Alors, je dis malheureusement, c'est vrai, mais moi, ça me perturbe pas parce que moi, ce que je fais au travail et même en dehors, enfin, quand je dis en dehors, c'est que ce que je fais sur mes heures de travail et ce que je fais après mes heures de travail, qui est encore du travail, c'est vraiment ce que je kiffe. C'est ma passion. J'adore développer ce que je fais. Ça m'anime. C'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. Donc, j'ai pas ce ressenti de me dire, je travaille H24, malgré le fait que, effectivement, factuellement, je travaille la plupart du temps. Donc j'adore. Et c'est vrai que j'ai eu cette discussion il y a pas longtemps au bureau, justement, avec Alice, qui me disait, mais je comprends pas. Et je lui disais, mais en fait, moi, tout simplement, peut-être que tu comprends pas, effectivement, pourquoi je peux bosser autant, mais moi, en fait, je le ressens pas. C'est pas quelque chose qui me, tu vois. Ouais, tu kiffes. Pas. Ouais, je kiffe, tout simplement. Tu kiffes, t'as pas l'impression de bosser. C'est mon mode de vie, quoi. Ouais. Donc j'ai raison, tu bosses toute la journée. T'as pas tort. Depuis le début, on parle de... Tu rentres par la petite porte chez Virgin, t'arrives à devenir DJ, tu fais des dates incroyables, tu fais des concours de DJ, tu les réussis. Tu lances Aoyos pendant le Covid, ça marche. Tu fais de l'événementiel pendant le Covid et ça fonctionne. Est-ce qu'il y a eu un échec un jour? Ouais. Mais dis-nous. Ouais, il y en a eu un gros et récemment en plus. C'est le plus marquant parce que c'est un échec qui, je pense, va me faire réfléchir sur pas mal de choses. Et qui est pour le coup très fédérateur en termes de ce que ça peut, entre guillemets, t'apporter un business, mais aussi ce que ça peut te faire vivre et comment aussi tu peux rebondir par rapport à ça. J'ai lancé il y a plus de 5 ans maintenant, il me semble, un projet avec Simon Says, qui est du coup un des formateurs dans la formation, qui est aussi un ami, avec qui on a lancé un projet qui s'appelle l'Orléanaise, qui est un projet qui s'apparente un peu à une garden party. Donc électro avec des DJ dans un parc en mode rooftop. En fait, moi je sortais souvent à Paris dans un spot qui s'appelait la Méo à Debonnaire. Bon, le lieu a changé 15 fois de nom, maintenant c'est Café House Rooftop à Austerlitz. Et en gros, pour faire simple, on sortait souvent là-bas et j'avais envie de faire un truc rooftop à Orléans. Sauf que Orléans c'est pas Paris, les lieux c'est pas les mêmes et un rooftop il y en a pas. Ou alors il y en avait qu'un qui est du coup ce parc dans lequel on organisait un événement qui est le jardin de la Charpenterie au-dessus d'un cinéma dans le centre d'Orléans. Pas du tout facile d'accès parce que une seule rampe d'accès, centre historique, donc les rues piétonnes, machin, enfin bref. Je fais pas de dessin, c'est pas en termes de logistique l'événement le plus simple à organiser. Malgré tout, on arrive à organiser du coup pareil fin de Covid un événement là-bas qui se passe super bien. Totalement gratuit et ouvert à tous parce que c'est un peu le deal qu'on avait avec la municipalité. Cet événement, on se rend compte que tout le monde est venu gratuitement, tous les prestataires sont venus gratuitement, parce que c'était sorti de Covid, tout le monde avait envie, entre guillemets, de faire quelque chose, même pas forcément pour l'argent, mais juste pour se remettre dedans. On se rend compte que du coup, l'année suivante, il va falloir avoir besoin de financement pour pouvoir le faire. Donc on cherche des partenaires privés qui vont nous permettre tout simplement de réaliser cet événement et surtout de le garder gratuit. C'était notre volonté de nous garder un événement gratuit et de proposer ce type d'événement. Donc on fait ça. Et puis ça dure quelques années et l'année dernière on prend une décision de faire une Orléanaise. Alors on prend cette décision parce que la mairie d'Orléans ne voulait plus qu'on bénéficie de ce lieu. Donc on est amené tout simplement à chercher en fait d'autres lieux qui vont nous permettre de réaliser cet événement. Et dans ces autres lieux, on a un lieu en tête, mais au final ça ne matche pas, donc on se dirige vers un autre lieu qui est l'île Charlemagne, qui s'apparente à une base de loisirs qu'on peut trouver en province avec un lac, etc., des jeux, machin, tout ça. Que super, c'est génial, il y a plein de places, il y a un énorme parking. Okay, vous voyez grand. On vous voit grand, on fait un festival, on se dit ok, on ramène 15 000 personnes, c'est génial, tout ça. Sauf que on arrive dans une période où c'est les JO, parce que c'était l'année dernière, enfin c'était cet été dernier, 2024. Et en fait, tout ce qui est prix, presta et tout, c'est x2 partout, etc. Bon, bref, on est dedans. Au final, on se rend compte que quelques jours avant l'événement, on n'a plus, entre guillemets, les cartes en main parce que financièrement, on n'aura pas, entre guillemets, les retombées estimées pour pouvoir y arriver. On se rend compte que les prestataires aussi, ça tient plus debout. Il y a des frictions entre les artistes et un de nos prestats. Enfin bref, ça va plus. Donc, vraiment, le projet s'écroule à 4 jours, je crois, de l'event.
Donc c'est très compliqué. Ah oui. Et donc du coup après il faut gérer le SAV quoi. C'est-à-dire qu'il faut gérer effectivement les artistes qui vont encore te demander pourquoi pas de l'argent, même si là-dessus ils ont été super flex et honnêtement on les remercie parce que ça nous a permis quand même de trouver des méga solutions. Mais voilà, faut gérer avec chaque prestataire ce qu'on potentiellement on devait. Donc c'est compliqué. Et ouais, clairement c'est un échec parce que on voyait, je pense qu'on a vu un peu trop grand, on est peut-être pas assez prêt aussi pour organiser ce type d'événement. On passe d'un événement, on a accueilli 3000 personnes, à un événement, on en a accueilli 15 000, c'est quand même pas pareil. Donc voilà, il y a eu plein de choses et aujourd'hui on est vraiment dans ce process où voilà, on est en train entre guillemets de rattraper tout ça pour réussir entre guillemets à remettre le projet sur la bonne voie et pourquoi pas revenir avec des éditions un peu comme on faisait avant et pourquoi pas une plus grosse mais pas aussi importante de ce qu'on avait visé à la base. Ouais, le projet est ambitieux d'un coup, tu fais x5 sur le nombre de personnes. Qu'est-ce qui bloque? Il n'y a pas assez de réservation de place, tout est trop cher, vous perdez un sponsor. Enfin, quel est l'élément, parce que vous vous en rendez compte 4 jours avant, qui vous dit là, faut arrêter? En fait, la prise de décision 4 jours avant, elle s'est vraiment faite sur un fait. En fait, c'était pile ou face. 4 jours avant, soit on y allait, soit on n'y allait pas. Si on y allait, il y avait une chance sur 2 qu'on se prenne un mur. Si on n'y allait pas, il y avait une chance sur 2 qu'on se prenne un mur aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on y allait, en fait, potentiellement, c'était pire que si on annulait. Si ça passait pas. Okay. Et on s'est dit, en fait, mieux vaut peut-être faire marche arrière que de tout simplement y aller et foncer droit dans le mur. Donc, c'est pour ça qu'on a pris cette décision. Vraiment, on l'a pris à contre-cœur et on a tout tenté. On a tenté de changer de lieu en dernière minute. Parce qu'en fait, le lieu, en termes, il y avait plein de paramètres qui faisaient que ça nous aurait vraiment aidé. On a essayé de trouver des prestats, de s'arranger avec tous les prestats, trouver des compromis. Enfin bref, ça c'est vraiment pour la last minute et on a essayé de tout faire pour pouvoir maintenir l'event. Après, c'est vrai qu'en amont, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, comme effectivement un partenaire majeur, je vais pas le citer évidemment, qui nous avait beaucoup soutenu les années précédentes, qui nous avait dit vous inquiétez pas, cette année on vous soutient pareil, et qui au final nous soutient en divisé par 5. Donc forcément tu te retrouves à devoir trouver des solutions. Donc on a trouvé quelques autres partenaires mais malheureusement voilà c'était compliqué. Donc en fait financièrement parlant c'était tenable mais c'était quand même compliqué. Enfin tu vois c'est pareil ça allait passer comme ça quoi. Donc bon on a pris cette décision d'annuler qui je pense après coup alors je suis pas sûr si c'est la bonne ou pas parce que c'est ce qu'on y serait allé tout se serait bien passé mais en vrai pour garantir et la sécurité des gens qui venaient potentiellement sur place, etc. Pour nous, c'était quand même la meilleure solution de se dire, voilà, on prend pas de risque, on annule. Au moins, c'est comme ça. Et maintenant, on se met dans une autre galère. À nous de jouer. Ça va, c'est un échec relatif, parce que finalement, vous annulez, il n'y a pas un truc de fou qui se passe, vous vous retrouvez pas les comptes dans le rouge à la fin de l'événement. Si, on se retrouve les comptes dans le rouge, ouais. Ah, ok. On se retrouve les comptes dans le rouge et on se retrouve effectivement à l'heure actuelle, trouver des solutions pour pouvoir remonter, entre guillemets, tout ça, pour pouvoir tout simplement remettre l'événement, enfin, au-delà de l'événement, rembourser tous les gens. On a commencé les remboursements déjà à l'heure actuelle, mais il faut qu'on rembourse tout le monde. Donc, il reste encore des choses à rembourser. Donc, ouais, clairement, si, c'est une situation qui est pas simple. Et comment tu gères ça, les gens qui t'envoient des messages et qui te disent rendez-moi mon argent? Tu coupes ton téléphone. Non, bien sûr. Déjà, dans un premier temps, tu communiques, parce que c'est important de communiquer et d'exprimer aux gens ce pourquoi du comment de l'annulation et de dire concrètement qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on annule. Donc ça a été le premier réflexe, évidemment, que ce soit les prestats, etc., mais forcément aussi les gens qui t'ont fait confiance, ont acheté un billet pour ton event. Et ensuite, derrière, effectivement, on répond aux mails et on répond à toutes les sollicitations qu'on a. Le problème, c'est que t'imagines bien qu'on s'est fait effectivement harceler de pas mal de messages. Donc en fait, il y a un moment, on a privilégié tout simplement les communications globales plutôt que les communications pour chaque personne, sinon on ne se sortait plus. Donc à l'heure actuelle, on a du mal à répondre à tout le monde. On essaie, on répond petit à petit, mais en fait, tu réponds, tu reçois des réponses, etc. Donc c'est compliqué. Donc ouais, effectivement, on essaie de communiquer au max. C'est ça, entre guillemets, qui essaie de sauver le truc. On a lancé toute la campagne de remboursement. Donc là, voilà, c'est en cours. Et après, l'idée, c'est de retomber, entre guillemets, sur pied pour qu'on puisse refaire des choses avec cet événement. Ouais, vous restez pro, vous remboursez les gens, vous rassurez, vous faites de la com, mais d'un point de vue perso, comment tu gères? J'aime pas trop le terme échec parce que finalement... mais c'est voilà, quand même mais vous vous êtes lancé dans un truc, ça aurait pu cartonner, bon écoute, quelques jours avant vous annulez, mais comment est-ce que toi tu gères ça à titre perso? En plus, tu as 2 boîtes encore à côté qui doivent tourner, il faut se lever tous les matins. Comment toi tu gères l'échec? Comment tu te relèves? Je sais pas, peut-être tu as une méthode miracle pour relativiser? Non, j'ai pas de méthode miracle. Honnêtement, c'est quelque chose qui a été super prenant. C'est très, très stressant, qui tourne toujours dans ta tête.
En plus, tu as entre guillemets des comptes à régler auprès de certaines personnes, donc forcément, ça te met de la pression. Honnêtement, il n'y a pas de recette miracle, hein. Franchement, j'ai juste essayé de débrancher un peu pendant les vacances pour essayer de me dire, ok, je pense pas à ça, je reviendrai les deux pieds dedans au moment de la rentrée. Mais honnêtement, tu l'as toujours en tête. C'est compliqué, je vais pas te le cacher, de se dire que tu l'as pas et que tu peux pas y penser. Tu es toujours obligé d'y penser. Tu as toujours un mec qui va te... Même si tu coupes les notifs et tout, des trucs pour, entre guillemets, prendre 30 minutes, où tu te dis 30 minutes, je réponds aux gens, mais au moins toute la journée, j'ai pas les notifs parce que sinon, c'est un enfer. Même avec ça, c'est compliqué de débrancher. Donc, et puis comme on n'a pas fini, entre guillemets, de régler cette situation, on est forcément dedans et on doit forcément être au fait, quoi. Justement, tu dis, tu peux recevoir un message à tout moment de quelqu'un qui te dit rends-moi mon argent. Comment tu arrives à gérer ta vie perso à côté de tout ce que tu fais dans le pro? On disait, bon, tu travailles beaucoup, mais il y a un moment où tu as une vie perso, voilà, tu as une famille, tu as des amis, tu as peut-être un repas le dimanche. Comment est-ce que tu arrives à gérer cette vie pro-perso? Bon, après, honnêtement, tu vois, je sais quand même me rendre dispo. C'est-à-dire que, tu vois, je vais boire des coups avec les potes après le taf régulièrement, 2 fois par semaine, tu vois, minimum. Ma famille, effectivement, tu vois, récemment, je suis allé voir un tournoi de paddle avec mon père à Roland-Garros. Enfin, tu vois, en vrai, je trouve toujours du temps. Mais c'est vrai que, entre guillemets, sur mon temps libre le soir, etc., je vais rarement m'allumer une série Netflix, etc. Tu vois, je vais souvent prendre mon Mac et mettre les yeux sur quelque chose qui me stimule, que ce soit une vidéo business pour me faire découvrir quelque chose, découvrir des tips, que ce soit du hard work et travailler sur un truc précisément. Tu vois, il y a plein de sujets. Tu vois, c'est pas forcément... souvent, les gens ont l'impression que tu travailles tout le temps et que tu es tout le temps 200% focus sur un truc, mais des fois, c'est juste prendre de l'info, découvrir des nouvelles méthodes de travail, qui au final... Pour moi, c'est comme si je regardais une série Netflix, tu vois, c'est une vidéo d'1 heure, un podcast, comme les gens pourraient regarder celui-ci, par exemple. Exactement. Moi, je kiffe, tu vois. Là, tu parlais de ta famille, tes amis, tu prends le temps d'aller boire une bière de temps en temps. Qu'est-ce que ta famille pense de tout ce que tu fais? Est-ce qu'ils sont fiers de toi? Ouais, franchement, ouais. Moi, j'ai la chance de toujours avoir été soutenu par ma famille sur tous les sujets. Que ce soit ma mère quand elle m'a acheté mes premières platines, que ce soit quand j'ai créé ma boîte et tout. Même que ce soit sur le fait de vouloir faire, entre guillemets, un métier... être artiste, tu vois. De base, t'as plein de parents pour qui ça paraît peut-être un peu bancal. Ouais, déjà, travailler dans la radio, bon, c'est quelque chose. Exactement. Être DJ en plus, le monde de la nuit avec tous les préjugés. Et franchement, moi, j'ai toujours été soutenu de A à Z, que ce soit par n'importe qui, ma mère, mon père, et même au-delà. Donc non, franchement, là-dessus, j'ai peut-être beaucoup de chance. Mais en tout cas, honnêtement, j'ai jamais eu de sujet. Ça a toujours été porteur et franchement, on m'a toujours félicité, soutenu, etc. Donc c'est génial. Ouais, c'est ce qui peut t'aider aussi à avoir confiance en toi, lancer plein de projets, garder la tête haute finalement, même quand c'est peut-être un peu plus compliqué, quoi. Ouais, carrément. Tu le disais, avoir une famille qui te soutient, c'est hyper important. Je suis assez d'accord avec toi, j'ai la même chance. Donc, encore un point commun entre nous. Est-ce que quand même, tu penses qu'il faut des compétences, des qualités personnelles qui t'ont vraiment aidé, toi, dans ton parcours, tu vois, de résilience finalement, de rentrer par la petite porte, aller jusqu'au bout de ta passion et réussir ce que tu as envie de faire? Ouais, je pense que moi, mes parents m'ont toujours soutenu, mais pour autant, ils sont pas forcément, enfin pas du tout même du milieu, tu vois. Et entre guillemets, je me suis fait tout seul. C'est-à-dire que de moi-même, je me suis renseigné sur comment faire. De moi-même, j'ai essayé de créer des connexions avec des personnes, de trouver du réseau, de monter des choses, de tester, de mettre des actions en place, de voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Et je pense que j'ai cette faculté à tester, à mettre des actions en place assez rapidement pour voir si ça fonctionne pas. Et c'est ce qui a fait qu'en fait, au final, tu avances assez vite. Il y a pas mal de gens qui, dans l'entrepreneuriat ou même sur des projets, peu importe lesquels, vont réfléchir au projet pendant 3 ans et au final se dire « ouais, c'est pas le bon projet, j'y vais pas ». Alors que moi, j'ai souvent assez réfléchi pour mettre quelque chose en place, mais pas pendant très longtemps, et après, j'ai mis en place. Et en fait, le fait de me mettre en place, tu vois si ça fonctionne pas. Peut-être que tu as une idée de fou dans ton cerveau, tu te dis « c'est incroyable », tu la mets en place, ça marche pas. A contrario, des fois, tu as des idées qui peuvent te paraître banales, tu les mets en place et en fait ça cartonne, tu vois. Donc je pense que moi ça a vraiment été un peu, c'est mon père qui dit ça, mais l'école de la vie, c'est-à-dire en fait tu itères des choses et tu vois ce qui fonctionne pas, tu fais des rencontres, tu crées des feats, avec ces feats peut-être que tu peux faire des trucs avec des gens, etc., etc. Donc ça je trouve ça génial. Ouais, tu surpasses la peur de l'échec, quoi. Tu as une idée, tu te lances et puis t'avises. Ouais, grave. C'est ça. Sans non plus être en mode je vais mettre 30 000 balles dans un truc. Et je fais pas du loto, tu vois. Je joue pas à la loterie. Mais pour autant, tu vois, j'essaie quand même de faire des trucs un peu sensés, un peu réfléchis. Mais j'y vais, tu vois. Je me prends pas la tête et je pense que c'est ce qu'il faut faire, tu vois. C'est comme ça, entre guillemets, que t'avances. Est-ce que t'es le genre de personne à avoir plein d'idées tout le temps? Ou t'es quand même assez
structuré dans tes idées, c'est-à-dire tu as pensé à la formation, tu l'as faite, mais est-ce que tu penses déjà peut-être à des futurs, d'autres boîtes? Tu vois, il y a des gens comme ça qui ont plein d'idées et qui finalement font rien. Ouais. Alors j'étais beaucoup comme ça au début. Enfin, il y a quelques années, j'avais beaucoup d'idées de plein de trucs. J'étais gamin, j'ai vu un reportage sur M6 du mec qui faisait un business de crêpes. Tu sais, genre la crêpe ça coûte rien à faire. Il avait acheté un food truck, une crêpe ça coûte 5 centimes, il les vendait 5 € avec du Nutella, tu vois. Je dis à ma mère, mais j'ai ouvert un business de food truck, tu vois. J'allais faire du karting avec mon père. Putain, mais c'est génial les kartings, j'ai ouvert un karting. Enfin, tu vois, j'avais plein de trucs comme ça, mais dans tous les sens, mais juste parce que je pense que j'avais cette envie de créer des trucs, d'entreprendre sur certains sujets. Et au final, après, quand même, je me suis recentré sur ce que je maîtrise le mieux, et c'est comme ça, entre guillemets, j'ai créé quelque chose de solide. La formation, on m'a poussé l'idée, pour rendre ce qui appartient à Julien, qui m'a poussé l'idée. C'est pas César, c'est Julien. C'est pas César, c'est Julien. Qui m'en a parlé, ça a fait écho chez moi, et je me suis dit qu'effectivement, c'était une super idée. Donc du coup, après, j'ai développé ça de mon côté. Mais honnêtement, ouais, j'ai souvent plein d'idées. Après, par expérience, j'essaie quand même de structurer mes idées et de les laisser mûrir. Parce que des fois, tu as des idées, comme ça vient. Et au final, tu te rends compte, avec un peu plus de réflexion, que soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas mon truc. J'ai quelques idées pour le futur, de futurs trucs que je pourrais créer. Mais c'est pas des trucs, tu vois, sur lesquels je suis pressé, etc. Tu vois, c'est juste des trucs, je me dis, ok, ça, à long terme, ça peut être intéressant. Parce que soit j'ai rencontré des gens, soit parce que je vois des opportunités dans mon business de formation. Tu vois, je pense qu'il y a plein de trucs à faire. Que ce soit avec la formation en elle-même, mais même autour, tu vois. Soit pour aider les DJ à les booker directement avec une agence, par exemple. Ce genre de choses, ça peut être intéressant. Dans ce milieu-là, on est très souvent inspiré. Est-ce que toi, tu as une personne, un mentor, quelqu'un où tu te dis dans lui, vraiment, c'est lui qui m'a donné envie, c'est lui qui m'a tout appris, peut-être, je sais pas. Alors, côté musique, je pense que le mec qui m'a vraiment, au début, je me suis dit, putain, j'ai envie de faire comme ce mec. Je pense que c'est vraiment David Guetta, tu vois, parce que c'est vraiment le mec qui, c'est le français qui a ouvert un peu les portes de ce monde-là et qui, je pense, a mis les DJ français dans quelque chose de très, très grand. Donc, ouais, après, sur le côté entrepreneuriat, j'ai pas forcément, je m'inspire de pas mal de gens, je regarde pas mal de choses, mais je suis pas hypé par un gars à tel point où je me dis, putain, lui, c'est vraiment un exemple pour moi, tu vois. J'ai pas ce mec-là, mais pour le coup, je regarde pas mal de contenu français, un peu américain, mais pas encore énorme, malgré le fait que c'est super intéressant. Après, t'as des mecs comme Hormozy qui sont super inspirants, mais pour autant, tu vois, je me dis pas, c'est le gars que j'ai envie de devenir. Je crois qu'on a beaucoup parlé tout au long de ce podcast, de tout ce que tu fais. Tes objectifs à long terme aujourd'hui pour Aoyos et Kix, est-ce que tu peux nous en parler je sais pas, je dirais vision à 3, 5 ans? Pour Aoyos, l'idée, c'est vraiment de se développer sur l'aspect événementiel, d'accentuer cet aspect, entre guillemets, on crée des événements simplement, toujours avec cet accompagnement clé en main pour qu'on puisse vraiment être au plus près de ce que nos clients attendent. L'idée, c'est de se développer au maximum, faire de plus en plus d'événements. J'aimerais bien faire des événements aussi assez créatifs. Là, on répond souvent aux briefs des clients, mais il y a peu de vraie créativité dans le sens où on n'a pas du laisser-aller, où on peut se dire on fait ce qu'on veut et on propose quelque chose de ouf. Ça peut plus arriver avec des appels d'offres et ce genre de trucs, ça, je trouve ça intéressant. Donc j'aimerais bien aller par là, développer au maximum l'agence, avoir une superbe team avec laquelle on peut faire plein de choses et tout simplement faire profiter un peu l'écosystème qu'on pourrait éventuellement créer avec Kix, placer des DJ, etc. Ça peut être vraiment génial. Kix, l'idée, c'est d'accueillir toujours le plus d'étudiants pour qu'on puisse former le plus d'artistes, qu'on crée les synergies générales avec ces artistes et pouvoir surtout voir ces artistes performer au quotidien. Ça, c'est la plus grosse victoire. On n'a pas parlé d'argent, mais j'ai envie de te poser la question quand même. Pas forcément de tes chiffres d'affaires aujourd'hui, mais le business de la formation et Aoyos, demain, tu les imagines ou tu les espères dans quelle mesure d'un point de vue chiffre d'affaires? Si tu veux faire des business à 1 million, 10 millions, 100 millions? Franchement, je ne me mets pas de limite. Hein. Honnêtement, je ne me mets pas de limite. Après, je ne veux pas faire ça non plus que pour l'oseille, tu vois. Je pense qu'effectivement, la partie financière, elle est importante quand tu crées un business parce que le but d'un business, c'est de générer de l'argent, bien sûr. Mais je pense qu'effectivement, il y a plein de choses qui sont possibles. Après, tout dépend la direction qu'on prend. Mais effectivement, moi, j'ai envie effectivement d'accompagner le maximum de monde et surtout de pouvoir redistribuer avec ce qu'on va générer plein de choses, tu vois. Donc, que ce soit par accompagner sur des événements, etc. avec Aoyos, que ce soit par peut-être créer nos propres événements avec Kix derrière, ça peut être super intéressant. Donc, ouais, en vrai, il n'y a pas de limite. Honnêtement, j'aimerais bien apporter tout ce que je peux au maximum avec le plus de choses possible. Donc, dans 3 ou 5 ans
Je sais pas, c'est trop dur. En vrai, je sais pas. Franchement, je peux pas te dire. Non, mais t'imagines pas, genre, Kik, je sais pas, avec ton business formation, faire, je sais pas, 5 millions dans 3 ans? Ouais, si, je pense que c'est possible. Ouais. L'idée, c'est de créer une synergie globale avec mes différents projets. Je pense que ça, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant, de créer quelque chose comme ça pour pouvoir avancer beaucoup plus vite et de créer des opportunités. Je pense qu'on peut atteindre avec la formation, effectivement, plusieurs millions d'euros d'ici 3 à 5 ans. Écoute, vraiment intéressant. Je suis pas déçu. Je voulais que tu sois le premier invité parce que, voilà, je t'ai dit, moi, de mon point de vue, tu travailles tout le temps. T'es hyper inspirant, tu fais plein de projets, tu les réussis, même s'il y a des échecs, et effectivement, ça arrive. Si tu devais laisser un message pour quelqu'un qui nous regarde, qui a envie de devenir DJ, qui a envie de devenir entrepreneur, qui a envie de se lancer dans des projets, peut-être qu'il veut vendre des crêpes, pourquoi pas? Carrément. Un message que tu as envie de faire passer à celui qui nous regarde et qui veut se lancer peut-être. Je pense que le plus important, c'est de faire un truc qu'on kiffe au quotidien. En tout cas, un truc qui t'anime, un truc pour lequel t'as de la facilité, où t'es bon et tu prends du plaisir, en fait. La clé, c'est ça. Je pense pour moi, aujourd'hui, si je fais tout ce que je fais, c'est que je prends du plaisir à le faire. Je réfléchis pas forcément. La partie oseille, c'est un truc qui viendra forcément avec le fait de ce que tu vas délivrer et ce que tu vas travailler. Donc, je pense qu'il faut pas que ce soit un leitmotiv. Il y a beaucoup de mecs que je rencontre qui ont trop ce truc oseille en tête. Je pense qu'effectivement, il faut vivre, bien sûr, et gagner de l'argent. Mais si tu te focuses sur l'oseille, généralement, ça fonctionne pas. Donc, je pense, vis de ta passion, vis d'un truc qui t'inspire, fais ce qui te plaît. Ce qui te fait kiffer, c'est d'aller voyager, faire le tour du monde, fais-le. Si tu as envie de monter ta boîte dans les crêpes ou peu importe, fais-le. Si tu as envie d'avoir une tournée en tant qu'artiste, t'es musicien, fais-le. Il n'y a pas de limite. Je pense que faut pas que tu écoutes trop ton entourage sur des choses qui pourraient vraiment te mettre dans un truc biaisé et qui te correspond pas. Donc je pense qu'il faut vraiment que tu sois libre par rapport à ta créativité et tes envies. Merci Gaëtan. Avec plaisir. D'être venu partager ton parcours. Bravo, encore une fois. Et à bientôt. Merci beaucoup. Salut les gars, à bientôt.